Bonjour Soria, je reçois Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et porte-parole du parti La République En Marche. Hier, le Premier ministre a déclaré que les entreprises ne jouaient pas le jeu et avaient trop recours au CDD court et a donc dit que le bonus-malus allait vraisemblablement s'appliquer. Vous qui venez plutôt de la droite libérale, est-ce que le bonus-malus c'est une bonne solution ? Vous savez, on parle régulièrement de droits et de devoirs. Ça concerne les salariés, ça concerne les demandeurs d'emploi, ça concerne aussi les entreprises qui bénéficient, vous le savez, de la transformation du CICE en allègement de charges directes, ce qui est une bonne chose. Mais il faut aussi qu'il y ait des contreparties. Et les contreparties pour les entreprises, ça doit être aussi de ne pas multiplier l'usage du contrat court, qui est de fait devenu une pratique abusive pour un certain nombre d'entreprises. Donc oui, moi je suis favorable à l'idée qu'on puisse avoir cette logique de droits et de devoirs et donc de bonus-malus pour les entreprises. De la même manière, vous êtes d'accord avec le gouvernement quand il dit que les cadres sont trop indemnisés et qu'il faut éventuellement limiter leur indemnité ? Il y a déjà un plafonnement qui existe pour les cadres. On peut considérer est-ce que ce plafond est trop élevé ? C'est ce que je vous demande. Moi, je suis assez réservée sur le sujet parce que dans ces cas-là, on revoit aussi le principe de la cotisation des cadres. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils cotiseraient aussi beaucoup plus si à un moment, ils sont plafonnés au moment où ils doivent parfois faire face à une question de chômage. Donc, il faut, encore une fois, là, qu'on soit extrêmement prudent et qu'on soit juste dans la manière avec laquelle on veut réformer les choses. Je pense qu'il faut en effet réformer l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut avoir une logique dégressive qui soit peut-être un peu plus rapide de manière à encourager le retour à l'activité en parallèle d'un meilleur accompagnement, d'une meilleure formation, ça je le crois. Si on en vient à avoir un plafonnement plus important pour les cadres, se posera assez naturellement la question de leur contribution quand ils sont en activité. Je voudrais vous montrer la une de Libération ce matin qu'on va voir à l'écran. Ascoval, Ford, Alcatel, impuissance d'État. Ça montre l'incapacité de l'exécutif à peser sur l'avenir de l'industrie française. De fait, on a l'impression que Bruno Le Maire, en plus ce matin, Bruno Le Maire apprend que l'État néerlandais prend 12% d'Air France KLM, on a l'impression qu'il regarde un peu passer les trains, enfin les avions en l'occurrence. Déjà, c'est pas vrai quand on voit la création du nombre d'emplois industriels dans notre pays qui est reparti à la hausse. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour notre pays de se dire qu'on recrée de l'emploi industriel. Il y a une question aussi qui se pose sur la manière avec laquelle au niveau de l'Union européenne on peut avoir des vraies stratégies. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le refus de la Commission européenne d'une fusion qui était pourtant stratégiquement importante. Et quelque part, c'est pas l'erreur de la Commission, c'est l'erreur de la manière avec laquelle on a pensé les traités européens, parce que la Commission n'a fait qu'appliquer les traités. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de dire que votre stratégie économique, ce n'est pas de sauver telle ou telle entreprise, mais c'est justement de créer les conditions d'un redémarrage, quitte à ce qu'il y ait des victimes ? C'est pas des victimes, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut accepter que l'emploi peut changer dans notre pays. C'est ça. Vous tout dites la même simplement. chose. Mais quand on parle de formation... Donc c'est accepter l'idée que telle entreprise ferme pour que deux autres ouvrent. C'est accepter l'idée que les emplois ne seront pas les mêmes. C'est accepter l'idée que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'aura plus les mêmes métiers que ceux qu'on a aujourd'hui, qu'ils vont se transformer. Et que nous, notre responsabilité en tant qu'élus aujourd'hui, c'est de faire en sorte de préparer les Français pour qu'ils soient formés tout au long de la vie, pour être en capacité d'être plus mobiles. Je comprends bien que ça peut faire peur à un certain nombre de personnes, cette mobilité qui est parfois imposée parce qu'on leur dit attention, il va falloir peut-être déménager dans le cours de votre vie, géographiquement, il va peut-être falloir changer de métier, continuer à se former. Mais si on ne tient pas ce discours de vérité maintenant, alors on risque d'avoir en effet des gens qui là, clairement, seront laissés sur le carreau parce qu'on n'aura pas pris les mesures suffisamment en amont pour les accompagner. Dans sa région de Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez teste l'obligation d'effectuer des heures de travail d'intérêt général en contrepartie du RSA. Ça va exactement dans le sens de ce que disait le Premier ministre l'autre jour. Est-ce que vous y êtes favorable ? Ça va pas du tout dans le sens de ce que disait le Premier ministre. S'il a parlé de contrepartie pour les minima sociaux. Vous savez, quand on parle de contrepartie pour ceux qui bénéficient des minima sociaux, tout dépend de ce que vous entendez par le mot contrepartie. Contrepartie, ça peut être par exemple exercer une formation pour être sûr que quand vous bénéficiez d'un accompagnement social... Le Premier ministre a parlé de contrepartie. Il n'a pas dit que ces contreparties étaient forcément une logique punitive. Pour dire les choses clairement, dans l'esprit de Laurent Wauquiez, si vous ne faites pas vos heures d'intérêt général, vous n'avez pas votre prestation. Est-ce que pour vous, il est hors de question de priver quelqu'un d'une prestation, même s'il ne fait pas ses heures d'accompagnement ou d'intérêt général ? Mais le travail d'intérêt général, il n'est pas fait pour des personnes qui bénéficient du RSA, qui est un droit. Il y a encore un tiers des Français qui renoncent à bénéficier du RSA parce que c'est trop compliqué. Qui est un droit inconditionnel ?
Mais il faut que ça puisse être un droit inconditionnel. Par contre, quand on parle de contrepartie, moi je veux que cette contrepartie, ce soit l'obligation en effet d'être accompagné, d'aller à ces rendez-vous d'accompagnement, obligation d'être formé. C'est quoi notre objectif? C'est que les gens restent plus longtemps dans la pauvreté ou en sortent de manière beaucoup plus rapide. C'est évidemment vers ça qu'il faut tendre. Personne n'a envie de rester pauvre dans ce pays. Et nous, notre objectif de politique publique, c'est pas faire en sorte que les personnes vivent mieux dans la pauvreté, c'est qu'elles en sortent et donc qu'elles soient le moins longtemps possible dans le RSA. Rapidement, 2 questions politiques, après on parlera du voile de Décathlon. Valérie Pécresse a du mal à soutenir la liste des Républicains soutenus par François-Xavier Bellamy. Voilà, est-ce que vous l'appelez à vous rejoindre ? Elle est libre, c'est le mouvement qu'elle a créé. Oui. Donc peut-être qu'elle peut s'emparer de cette liberté et faire les choix qui s'imposent. François-Xavier Bellamy a été choisi, il est la tête de liste pour les européennes. Ça veut dire qu'il incarne la voix du parti. Est-ce que vraiment elle souhaite rester dans un parti dont le porte-voix pour les européennes est contre l'IVG, contre le mariage pour tous? C'est elle qu'il faut poser la question. Question Slate de notre partenaire, le site Slate. Décathlon a-t-il eu raison de renoncer à commercialiser son hijab de running, Aurore Berger? Encore une fois, sur cette question-là qui est complexe, moi je ne conteste pas le droit des femmes à porter un hijab et je pense qu'il faut le dire de manière très claire. Je refuse qu'une seule femme dans notre pays soit contrainte de le porter si elle ne le souhaite pas et je refuse qu'une seule femme dans notre pays soit menacée parce qu'elle le porte. Et ça, je pense qu'il faut tenir ces 2 discours. Ça, ce en même temps-là, il est essentiel. Pour autant, moi je me suis interrogée sur le fait qu'une marque française, une marque de sport, commercialise ce qui n'a rien d'un accessoire de sport, mais qui est de fait un signe religieux, et qui est un signe religieux. Mais c'est un peu hypocrite, parce qu'une femme aurait le droit d'acheter un hijab pour marcher dans la rue, mais pas pour courir dans la rue. Quelle est la différence? J'ai pas dit qu'il fallait pas le commercialiser. De toute façon, c'est pas à moi de faire la politique commerciale de Décathlon. Il nous reste 15 secondes. Ils ont fait le choix de le commercialiser ou d'y renoncer. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. Je pense qu'ils ont surtout fait le choix du buzz, clairement, pour essayer de faire vivre cette marque. Je m'interroge juste sur le fait qu'encore une fois, une marque de sport vend un signe religieux qui a une connotation particulière. Merci Aurore Berger, députée La République En Marche. La météo, il paraît qu'il fait beau.